Bien, mesdames et messieurs, donc je vais essayer de vous présenter le sujet que j'avais proposé, enfin, sous un intitulé légèrement modifié pour le rendre plus clair. Il s'agit en effet des étapes des enlèvements à Oran et en Algérie en 1962, une perspective inversée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de retracer l'historique des enlèvements et disparitions d'Européens à Oran et en Algérie en 1962, mais en inversant l'ordre chronologique pour montrer que la recherche des causes de l'événement peut aboutir à des résultats différents suivant que l'on remonte plus ou moins dans le temps. Et donc, c'est pourquoi le 5 juillet 1962 à Oran, déjà bien connu grâce aux recherches de Jean Monnet et de Jean-Jacques Jordi, ne sera pas étudié en détail, mais il sera le point de départ de cette recherche, sans pour autant l'enfermer dans ce cadre étroitement délimité. Alors, en pratique, donc, je vais traiter successivement trois problèmes en montrant que l'interprétation dépend étroitement en fait du cadre chronologique que l'on adopte pour la recherche des causes. Donc, il y aura trois parties. La première, le 5 juillet à Oran, épisode de la lutte pour le pouvoir dans l'Algérie indépendante, avec un point d'interrogation. Ensuite, deuxièmement, l'escalade des violences de l'OAS à Alger et à Oran, de février à juin 1962. Et enfin, les responsabilités du FLN. Alors, cette approche est certainement inhabituelle, justement à cause de cette inversion de l'ordre chronologique, mais je pense que mon propos sera mieux compris quand j'aurai terminé. Donc, premièrement, le 5 juillet 1962 à Oran, épisode de la lutte pour le pouvoir dans l'Algérie indépendante. Alors, c'est une interprétation qui a été proposée d'abord par le journaliste Étienne Mallard et ensuite qui a été reprise depuis de longues années par Jean-François Paya, natif d'Oranie, qui était resté à Mers-el-Kébir dans les années 1962 à 65 et qui avait recueilli des témoignages d'Algériens qui ont voulu rester anonymes. Et c'est pourquoi Jean-François Paya interprète l'événement du 5 juillet comme le résultat d'un conflit politique interne à l'Algérie, déclenché par la rivalité pour le pouvoir entre le président du GPRA, Ben Redda, et son rival Ben Bella, ayant abouti à l'échec de la réunion du Conseil national de la Révolution algérienne à Tripoli de Libye le 7 juin 1962, puis à la destitution par Ben Redda du colonel Boumedienne, chef de l'état-major général de l'ALN, donc, qui était soutenu par Ben Bella le 30 juin 1962. C'est donc en fait dans une période chronologique très limitée qui commence pratiquement avec le référendum sur les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie le 1er juillet. Donc c'est dans cette période très courte que se situe vraiment la recherche des causes par Jean-François Paya. Alors, sur quel document s'appuyait cette interprétation soutenue par Jean-François Paya? Eh bien, le principal document qu'il a invoqué au début de ses recherches, c'était une proclamation de l'état-major général de l'ALN datée précisément du 5 juillet 1962, et qui, en fait, définissait la position de l'état-major général de l'ALN par rapport au GPRA et aux décisions que celui-ci venait de prendre, notamment la destitution du colonel Boumedienne. Mais ce document, qui est d'un intérêt certain et dont l'authenticité est incontestée, ne prouvait rien pour le problème qui nous concerne, puisque ce texte appelait notamment, je cite, à veiller à la sécurité des populations et particulièrement sur celle de la minorité européenne. Or, je ne vois pas comment cet appel à veiller sur la sécurité des populations, y compris européennes, voulait dire qu'au même moment, l'état-major général de l'ALN aurait planifié
la provocation suivie d'un massacre d'Européens à Oran. Donc là, pour moi, on ne peut pas prendre comme preuve un document qui dit exactement le contraire de ce que l'on veut démontrer. Mais plus tard, l'un des témoins algériens sur lesquels Jean-François Payat s'appuyait s'est fait connaître. Donc, il s'agit de Chir Benzaoui, ancien militant de l'Union générale des travailleurs algériens et membre de l'organisation politique du FLN à Oran en 1962. Et celui-ci a rapporté en 2013 avoir organisé la manifestation populaire du 5 juillet à Oran à l'appel du GPRA. Donc, le GPRA ayant décidé de célébrer le 5 juillet l'indépendance de l'Algérie, qui pourtant était juridiquement effective depuis le 3 juillet 1962, date de proclamation des résultats du référendum du 1er juillet. Mais donc le 5 juillet a été choisi par le GPRA comme date officielle de l'indépendance de l'Algérie parce que cela tombait exactement 132 ans après la capitulation d'Alger. Et donc, Chir Benzaoui a rapporté ceci, que nous organisons cette manifestation que nous voulions pacifique pour montrer la maturité de notre peuple à la presse internationale et l'adhésion au gouvernement algérien après des préparations houleuses avec les benbellistes et partisans de l'EMG, enfin, l'état-major général du Maroc, qui nous promirent les pires avatars. Puis, Chir Benzaoui constate qu'après le déchaînement de violence du 5 juillet, le capitaine Bakhti, chef de la zone autonome d'Oran, a disparu quelques heures. Et le lendemain, l'ALN du Maroc, dont le gros n'arrive que le dimanche 8 juillet, faute de transport, a un prétexte en or pour prendre le pouvoir et maintenir l'ordre en mettant en place son préfet. Et il conclut son intervention. Certains de nos frères de l'organisation d'Oran, donc l'organisation politique FLN, qui avait pris parti donc, pour le GPRA, durent se cacher quelques jours, craignant des exécutions sommaires et des règlements de compte, et nous dûmes à contre-cœur faire amende honorable aux putschistes d'Oujda, qui ne sont pas partisans de conserver une forte minorité européenne par idéologie, mais aussi pour se partager le butin de guerre. Et comme l'a dit Mohamed Harbi, naïfs comme les Européens avec De Gaulle, nous avons appris ce qui allait être la stratégie provocatrice et criminelle des services spéciaux de Boumedienne, qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, etc. Enfin, j'abrège la citation. Mais pardon pour cette naïveté tragique à nos frères oranais, européens et juifs, qui ont vu trahir les idéaux de notre révolution, d'une Algérie multiethnique et fraternelle, qui va effacer les combats légitimes de chacun. Alors nous avons un témoignage digne d'intérêt, et il confirme des révélations faites en 2002 par l'archiviste du département d'Oran, Fouad Soufi. Alors celui-ci avait déclaré, je cite, « Il est vrai qu'un conflit sourd opposait les responsables de l'organisation civile du FLN d'Oran, plus précisément la zone 3, qui avait choisi la légalité incarnée par le GPRA et le commandement de la Wilaya 5 qui avait pris fait et cause pour l'état-major général de l'ALN. Le commandant de la zone autonome d'Oran, le capitaine Bakhti, avait réussi à maintenir entre les deux une sorte de paix armée avant d'expédier le 4 juillet les premiers, donc les partisans du GPRA, en terrain neutre à Bouisseville, à leur retour d'Alger, où ils avaient publiquement apporté leur soutien à Ben Youssef Ben Khedda. Et malgré les coups de bluff de l'OCFLN, l'organisation civile du FLN, et les démonstrations de force de l'ALN, il n'y eut pas d'affrontement. Le déséquilibre des forces était trop important pour que les premiers, totalement isolés, puissent tenter de résister aux seconds. Donc, il y a une convergence sur les faits principaux entre donc, le Chir Benzaoui et Fouad Soufi, mais ni l'un ni l'autre n'ont démontré que les premiers coups de feu tirés à Oran le 5 juillet l'avaient été par des provocateurs pour justifier l'intervention des troupes de la Wilaya 5. D'autant plus que cette intervention, cela semble reconnu des deux côtés, n'a pas eu lieu le 5, mais quelques jours après. Assurément, il est très vraisemblable que l'état-major général de l'ALN et le commandement de la Wilaya 5 ont suivi de près l'évolution de la situation à Oran pour l'exploiter au mieux de leurs intérêts, mais ça ne suffit pas à éliminer l'hypothèse d'une cause locale de l'événement du 5 juillet.
Alors, en plus de cela, Jean-François Paya a présenté des explications de la non-intervention des troupes françaises commandées par le général Katz, en avançant l'idée que le général de Gaulle aurait voulu favoriser Ben Bella contre le président du GPRA, Ben Redda, prétendument parce que ce dernier aurait été considéré comme un révolutionnaire pro-chinois, et qu'il aurait conclu un deal avec Ben Bella avant le 5 juillet pour lui abandonner le maintien de l'ordre à Oran parce qu'il voulait favoriser sa conquête du pouvoir. Or, cette idée d'une préférence du général de Gaulle pour Ben Bella, dès le 5 juillet, eh bien, a été totalement démentie par des documents importants qui ont été révélés en particulier par le général Fèvre et par Jean Monnet. Alors, il est vrai pourtant que le témoignage de l'ambassadeur Jeanneney au colloque de Gaulle en son siècle en 1970 pouvait donner l'impression qu'en effet, l'ambassadeur avait rapidement estimé que Ben Bella était le candidat au pouvoir le plus fiable et qu'il fallait favoriser. Mais quand on regarde de près la chronologie des événements qui a été établie par Éric Cocher-Marbeuf dans sa thèse sur Jean-Marcel Jeanneney, eh bien, on voit que l'ambassadeur Jeanneney avait décalé sa première visite à Oran jusqu'au 15 juillet, donc 10 jours après le 5, pour ne pas y rencontrer Ben Bella, qui devait y venir le 14. Et que c'est seulement le 15 août, donc un mois plus tard, que l'ambassadeur Jeanneney a profité d'un dîner chez le président de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Farès, pour y faire la connaissance de Ben Bella et tomber sous son charme, enfin au moins pour quelque temps. Cela confirme ce qu'avaient révélé les archives du comité des affaires algériennes publiées par le général Maurice Fèvre en 2000. De Gaulle avait choisi de rester neutre dans le conflit qui était sur le point d'éclater entre les deux moitiés du FLN, donc le GPRA d'un côté, l'alliance Ben Bella-Boumedienne de l'autre, parce qu'il ne voulait pas risquer de recommencer la guerre d'Algérie à peine terminée, et les instructions données le 5 juillet à l'ambassadeur Jeanneney comportaient en premier lieu le principe essentiel que la France, ayant reconnu l'indépendance du nouvel État et lui ayant transféré les compétences afférentes à la souveraineté, ne doit pas prendre parti dans les querelles qui divisent les factions politiques locales. Mais aussi, en deuxième lieu, le devoir de rappeler le cas échéant à l'exécutif algérien sa responsabilité au regard de la sécurité des Européens et de souligner enfin la nécessité où se trouverait le gouvernement français en cas de carence des autorités locales de prendre lui-même les mesures de sauvegarde nécessaires par le regroupement provisoire des intéressés dans les régions portuaires et par leur embarquement. Ainsi, les instructions données par le général de Gaulle à l'ambassadeur le 5 juillet et les instructions reçues par le général Katz à Oran pour le cas d'un incident grave après l'indépendance de l'Algérie étaient contradictoires. Enfin, il y avait tout, enfin absolument tout ce qu'on voulait. Le problème était de savoir quelles mesures étaient imposées par la situation. Alors, il est vraisemblable que le général Katz a essayé en vain d'obtenir un ordre d'intervention des responsables civils et militaires d'Algérie et même du général de Gaulle, dont il aurait peut-être obtenu un ordre de non-intervention à une heure inconnue, puis un ordre d'intervention trop tardif. Enfin, je mets en note les références de ces deux hypothèses. Mais pour apprécier cet échec manifeste, il faut tenir compte de deux faits. Premièrement, que le ministre Louis Joxe avait obtenu le 14 juin de son homologue algérien Saad Daalab la promesse que l'indépendance de l'Algérie, donc proclamée le 3 juillet par Abderrahmane Farès et reconnue par Christian Fouchet, ne serait pas célébrée officiellement avant le 6 juillet. Promesse donc oubliée par les Algériens aussitôt après la fin de la souveraineté française. Et qu'en conséquence, le 5 juillet, le Conseil des affaires algériennes était réuni à l'Élysée à partir de 15 heures, donc au moment où Oran sombrait dans une situation chaotique, avec la participation de l'ancien responsable de l'Algérie, Christian Fouchet, et du nouveau, l'ambassadeur Jean-Marcel Jeanneney, qui rejoignit son poste comme prévu le lendemain 6 juillet. Or, le compte-rendu officiel de cette séance et les notes du secrétaire général du gouvernement, René Belin, ne contiennent aucune mention de cet événement imprévu.
Ainsi, l'explication la plus simple est que Katz n'aurait pas trouvé d'interlocuteur compétent au bout du fil durant ces heures si tragiques. Et donc, le ralliement de l'ambassadeur Jeanneney et du gouvernement français à la solution Ben Bella n'était donc pas acquise le 5 juillet. D'autant plus que le général de Gaulle et son gouvernement croyaient à cette date que le conflit pour le pouvoir en Algérie ne remettait pas en cause les accords d'Évian, dont se réclamaient publiquement les deux parties opposées, car ils ignoraient que la réunion du CNRA à Tripoli du 25 mai au 7 juin avait commencé par adopter à l'unanimité le programme du FLN qui définissait ces accords comme une plateforme néocolonialiste à démanteler le plus tôt possible. Et c'est seulement à la fin août qu'un exemplaire de ce programme de Tripoli est tombé entre les mains de l'armée française et fut adressé à l'ambassade qui en informa le gouvernement le 8 septembre. Donc, nous avons là des éléments d'explication pour juger peu crédible l'hypothèse défendue par Jean-François Paya, qui de toute façon reste une hypothèse, et malgré le soutien qui lui a été apporté, me semble-t-il, par mes collègues Gilbert Meunier et Jean-Jacques Jordi, ici présents, il n'est pas possible d'en tenir compte sans en avoir des preuves suffisantes. Et à mon avis, son principal défaut est que Jean-François Paya, alors s'il reconnaît une situation explosive en Algérie, à Oran, avant le 5 juillet, ne reconnaît pas un rôle directement décisif dans l'événement à la violence qui s'était développée entre les quartiers européens et musulmans durant les 5 mois précédents. Or, il me paraît invraisemblable que ce massacre ait pu prendre de telles proportions démesurées sans avoir été une conséquence de ces 5 mois terribles. Donc, j'en viens maintenant à ma deuxième partie, l'escalade des violences de l'OS à Alger et à Oran de février à juin 1962. Alors, il me reste combien de temps là? Vous avez le temps qui se passe. Il vous reste 7 minutes 5. Ah là là, 7 minutes. Bon, donc j'essaye d'abréger cette deuxième partie et plus encore la troisième qui est pourtant la plus importante. Alors, donc, cette escalade de la violence à Oran avait suivi de quelques jours un cessez-le-feu très tardif, ayant mis fin à l'action de l'OAS à la veille du référendum du 1er juillet. Et quant à l'OAS d'Alger, elle avait cessé le feu 15 jours plus tôt, le 14 juin, je crois, après avoir elle aussi pratiqué la même tactique offensive dans l'intention de rendre inapplicable le cessez-le-feu ordonné le 19 mars par le gouvernement français et le GPRA en vertu des accords d'Évian. Alors, néanmoins, il serait utile de rappeler les points communs et les différences entre les actions des deux principales organisations de l'OAS, à Alger et à Oran, mais là, il va falloir que j'abrège radicalement. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que on peut estimer qu'il y a eu une véritable stratégie de provocation pratiquée à Alger par les commandos de l'OS et en particulier leur chef Jean-Claude Pérez, et qui allait très nettement au-delà des instructions données par le général Salan pour mettre en échec le futur cessez-le-feu. La preuve, c'est que cette offensive de l'OAS d'Alger s'est traduite rapidement par des assassinats systématiques de civils algériens musulmans vivant ou travaillant dans les quartiers européens, qui ont suscité l'étonnement du général Salan lui-même et qui a même fait l'objet d'une déclaration de désaveu de la part du colonel Vaudrey, chef du secteur du Grand Alger de l'OAS. Mais ces prises de position critiques ont été réfutées par Jean-Claude Pérez, déclarant que, en gros, qu'il fallait mener la guerre révolutionnaire donc sans avoir les moyens d'une armée régulière, et que donc il fallait en fait suivre l'exemple du FLN. Enfin, je cite, sans remonter très loin, le FLN est un exemple suffisant. Et donc, en fait, les dirigeants militaires de l'OAS d'Alger qui ont protesté contre la violence illimitée déployée par les commandos de l'OAS à Alger ont été désavoués.
Et donc, comme ce n'était pas eux qui avaient le véritable pouvoir, ils ont été obligés de suivre. Et cela a duré donc jusqu'à la négociation d'une trêve, comme vous savez, entre Jean-Jacques Suzini et Abderrahmane Farès, puis Chawki Mostefaï. Quant à l'OS d'Oran, alors elle était beaucoup plus unie que l'OS d'Alger, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle était à la remorque des instructions données, en tout cas données par Jean-Claude Pérez. Enfin, je discute la question en montrant la place relativement considérable que tenait l'appel aux musulmans dans les textes, dans les tracts, les proclamations de l'OS d'Oran. Il y avait vraiment un appel à la solidarité des Européens et des musulmans contre le FLN, qui était pour eux l'ennemi commun des uns et des autres. Et pourtant, il est néanmoins vrai, et cela apparaît même dans les mémoires de Claude Micheletti, qui était l'un des principaux chefs de l'OS d'Oran, il apparaît qu'il y avait eu une vague d'attentats dans les quartiers musulmans d'Oran le 14 février, donc des bombes posées dans tous les quartiers musulmans par des commandos de l'OS utilisant les égouts pour se déplacer. Puis le 28 février, il y a eu l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier de Ville-Nouvelle qui a été extrêmement meurtrière. Et enfin, à partir du 1er mars, un bombardement systématique des quartiers musulmans d'Oran. Alors, en visant, d'après ce que disait l'OS, les emplacements des postes de commandement de l'organisation FLN d'Oran, mais toujours est-il que ni les bombes ni les obus de mortier n'étaient suffisamment guidables pour ne frapper que ceux qui étaient visés. Et donc, il y a tout lieu de croire qu'en effet, les témoignages d'Oranais musulmans, suivant lesquels des centaines de morts parmi les civils ont été enregistrés durant ces mois terribles, il n'y a aucune raison de mettre en doute ce fait. Et c'est pourquoi il paraît aller de soi que de telles violences supportées par la population civile pendant plusieurs mois ne pouvaient rester sans conséquence. En tout cas, il y avait un risque majeur qu'il était impossible de ne pas prendre en compte. Alors, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi, alors combien de temps? 2 minutes, c'est terrible. Prendre en compte les responsabilités du FLN. Et là, bon, d'accord, j'essaie néanmoins de résumer. Il y a également 3 étapes dans cette troisième partie. Alors, le premier constat, c'est qu'à partir du 17 avril 1962, c'est-à-dire quelques jours après la ratification des accords d'Évian en France métropolitaine par le référendum du 8 avril et après l'installation à Rocher-Noir de l'exécutif provisoire franco-algérien prévu par les accords d'Évian, eh bien, on a vu apparaître à partir du 17 avril 1962 une vague d'enlèvement de civils européens que Jean Monnet, dans sa thèse, a qualifié de terrorisme silencieux, c'est-à-dire un moyen, en fait, de violer le cessez-le-feu d'une façon discrète. Et ce terrorisme silencieux s'est néanmoins traduit par une multiplication des enlèvements donc durant les semaines qui ont suivi. Et finalement, un mois après son début, donc c'était je crois le 14 ou le 15 mai 1962, l'OS d'Oran a rompu ouvertement le cessez-le-feu en menant des attaques à main armée contre les lieux publics des quartiers européens d'Oran. Et à partir de là, bien, le général de Gaulle a dû constater que le cessez-le-feu était bel et bien rompu à Alger. Et le 23 mai, donc dans les décisions du comité des affaires algériennes, on peut lire « Le haut-commissaire interviendra afin que l'exécutif provisoire obtienne qu'il soit mis fin aux enlèvements et aux meurtres d'Européens actuellement perpétrés à Alger. Il appartient en fait à M. Farès de faire en sorte que Si Azzedine cesse son action dans ce domaine ou soit appréhendé. » Mais le problème, c'est que le gouvernement français n'a jamais obtenu cette prise de position de la direction du FLN contre
l'action de Ziad Eddine. Et cela malgré deux entretiens entre Louis Joxe et Saad Dallab les 11 mai et 14 juin. Alors, au contraire, à Oran, le général Katz avait réussi à éviter que la zone autonome d'Oran suive la même voie le 15 mai, et il obtint même le 6 juin un appel de la zone autonome d'Oran annonçant la création d'une commission de réconciliation et désavouant clairement les violations du cessez-le-feu commises par une partie de ses troupes. Donc là, apparemment, le FLN d'Oran semblait plus conciliant que celui d'Alger. Alors, d'autre part, on constate que le bilan des enlèvements à Alger et à Oran ne fut pas égal, puisque, enfin, je résume, il apparaît que les enlèvements étaient au début beaucoup moins nombreux à Oran qu'à Alger, mais le 5 juillet, évidemment, ce bilan s'est totalement inversé. Comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler les bilans présentés par Jean Monnet et ensuite par Jean-Jacques Jordi. Deuxième constat, si cette offensive du FLN avait attendu pour se déclencher que les autorités françaises se soient chargées de briser elles-mêmes l'offensive de l'OAS, en particulier à Alger, et d'autre part que les accords d'Évian ont été ratifiés par les électeurs de métropole, l'origine de cette vague d'enlèvement visant l'OAS semble néanmoins pouvoir être antérieure. En effet, le GPRA avait pris des décisions pour renforcer sa lutte contre l'OAS dès le début de l'année 62, dans une réunion spéciale tenue à Mohamedia au Maroc, qui fut annoncée par El Moudjahid, numéro 89, du 16 janvier 1962. Et donc, la question est de savoir quelles ont été les décisions effectivement prises pour concrétiser cette intention. Et malheureusement, nous ne savons pas grand-chose, mais nous savons quand même qu'une nouvelle direction de la zone autonome d'Alger a été envoyé clandestinement par avion de Tunis à Paris et de Paris à Alger le 26 janvier 1962. Et cette nouvelle direction a proclamé officiellement le 1er avril 1962 la nouvelle zone autonome d'Alger, donc dirigée par Ziad Eddine. Alors, d'autre part, là nous entrons beaucoup plus dans les hypothèses. Il semble qu'une zone autonome d'Oran ait été proclamée plus ou moins en même temps, enfin là on manque vraiment de date précise, dirigé par Sibakti Djeloul Nemish, donc qui était un militant nationaliste bien connu, ayant appartenu à l'organisation spéciale du MTLD, puisqu'il avait participé au hold-up de la poste d'Oran, mais qui en même temps était personnellement connu et apprécié, même par des Européens, puisque son chef était, je crois, le proviseur non pas le proviseur, le surveillant général du lycée Ardaillon à Oran. Donc la question est de savoir quelle était exactement l'autorité de ce Sibakti par rapport aux organisations du FLN qui étaient installées antérieurement et qui n'étaient pas vraiment unifiées, puisqu'il y avait deux leaders principaux, Si Abdelhamid et Si Abdelbaki, dont le premier avait pris parti pour le GPRA et contre la Wilaya 5, alors que le deuxième, apparemment, restait neutre. Et d'autre part, Si Abdelhamid avait parmi ses subordonnés Atou Moueden, très actif dans les enlèvements d'Européens depuis leur début. Alors, il semble établi que le 5 juillet, Sibakti avait choisi de s'appuyer sur la Wilaya 5 pour établir l'ordre et qu'il a rendu responsable des enlèvements et des massacres le groupe d'Atou, qu'il a réduit par la force entre le 8 et le 10 juillet 1962. Voilà, et donc, alors oui, j'arrive rapidement, je pense, enfin, à ma fin, enfin, je vais essayer. En fait, si on essaie de remonter encore plus loin dans le temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un facteur essentiel de tous ces événements qui est totalement oublié, à savoir que le FLN avait pratiqué un terrorisme systématique visant la population civile européenne depuis le début de l'année 61 et jusqu'en mars 1962. Ce que prouve pour Oran la liste détaillée des, je cite, actions héroïques des fidayines de la ville d'Oran, 1er janvier 61, 10 mars 1962, publié dans le livre de l'ancien Moudjahid Mohamed Benaboura, OAS Oran dans la tourmente, et cela sans la moindre trace d'autocritique. Et donc, on ne peut pas
expliquer sérieusement l'escalade du terrorisme de l'OAS à partir de février 62, en oubliant l'escalade du terrorisme du FLN, qui, lui, était continu depuis aussi le début de 1961. Alors, sans oublier les étapes antérieures du développement du terrorisme à Alger et Oran, mais là, je n'ai pas le temps d'en reparler. Alors, simplement, pour conclure, donc là, je cite de nombreuses statistiques, mais ce que l'on peut dire, c'est que, d'après ces statistiques, le nombre d'attentats, le nombre de victimes du FLN était plus fort que celui d'Oran, ou en tout cas, pardon, plus fort que celui de l'OAS à Oran jusqu'en février. Enfin, c'est dans le courant de février 62 que le rapport entre les deux terrorismes s'est inversé. Et il ne faut donc pas oublier qu'il y a eu à Oran, alors je reprends l'expression savoureuse de Fouad Soufi, une guerre de Troie. Alors, non pas évidemment la guerre de Troie de l'Iliade, mais une guerre entre trois partenaires, puisque jusqu'au 18 mars, eh bien, il y avait l'OAS, enfin, il y avait le FLN d'un côté, l'OAS de l'autre, et entre les deux, l'armée française qui était obligée de combattre contre les deux, jusqu'à ce que le FLN cesse officiellement sa violence le 19 mars. Et donc, je pensais utile de citer, pour conclure, ce qu'a écrit dans ses mémoires le conseiller général de Gaulle, Bernard Tricot. Il ne faut pas parler seulement de l'OAS. Le FLN a aussi commis et continué à commettre pendant toute la durée des négociations un nombre de crimes effroyables. Sans cesse, pendant que nous discutions des garanties, nous apprenions qu'un colon, qu'une famille venait d'être massacrée. Cela n'était guère encourageant pour l'avenir. Nous avons fait des efforts sincères pour réaliser une trêve. Jamais nous n'avons eu la moindre contrepartie. Un jour que Jox en avait demandé, Crime répondit « C'est impossible, mais vous verrez, si la négociation avance, cela se fera tout seul. Les crimes s'atténueront. » Ils ne se sont pas atténués et ce fut très mauvais, non seulement pour la négociation, mais aussi pour la manière dont les Européens pouvaient se représenter l'avenir. Voilà. Bien, merci beaucoup Guy. Je pense que ce rééquilibrage mémoriel pour lequel nous militons depuis tant d'années est en train d'entrer dans les mentalités de l'opinion publique, et c'est avec des témoignages et des études historiques aussi incontestables que nous y arriverons.